Europe 1, 8h34, la revue de presse. Avec donc Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, François Hollande devrait trouver matière à réflexion pour préparer sa conférence de presse. Le Monde, l'armée sous haute tension face à la menace terroriste. Libération, comment abolir l'apartheid en France. Le Figaro, comment restaurer l'autorité à l'école. Valeurs actuelles sur le même registre. De l'ordre, État, banlieue, école, les Français veulent de l'autorité. Et l'Opinion résume, Hollande redécouvre la banlieue. Pendant ce temps, le Parisien nous raconte l'incroyable histoire de violation du secret de l'instruction qui ébranle la PJ. Rififi au 36 quai des Orfèvres. On commence avec l'organisation État islamique jusqu'à en vomir, Natacha. Il est question d'images ce matin dans les journaux, mais des images qu'on ne verra pas. Celle d'un jeune homme de 26 ans qui venait de se marier. Il s'appelait Maas Al-Kassasbeh et il était pilote de chasse jordanien. Le Parisien nous raconte comment sa capture avait entraîné le retrait de la coalition des Émirats arabes unis qui craignait un sort similaire pour leurs pilotes. Ce sort, rappelons-le, brûlé vif dans une cage. La stratégie de la terreur fonctionne. Mais le Figaro nous raconte surtout la condamnation unanime des autorités de l'islam dans le monde. Cheikh Saoudien, secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique et surtout l'université Al-Azhar du Caire, habituée à prêcher la modération. Son grand imam appelle même cette fois-ci à tuer, crucifier et amputer les pieds et les mains des terroristes de Daesh. Le journal cite ces internautes qui regardaient sans ciller des vidéos de décapitation mais qui cette fois disent leur dégoût. Oui, décapiter, c'était devenu banal, mais là tout de même, il ne faut pas exagérer. Alors, face à cette banalisation de l'horreur préparée par pendant des décennies par la virtualisation de la violence dans la sous-culture télévisée, on se demande ce que pèseront les cellules de contre-propagande évoquées par le journal Le Monde. Et l'on préfère lire l'entretien avec Marcel Gauchet dans Le Point, parce qu'il met le doigt sur le vertige qui s'empare de nous. Marcel Gauchet craint, après les attentats de Paris, le retour du business as usual, parce que, dit-il, avant de comprendre, il faut nommer, et même cela, nous en sommes incapables. Lui nomme cette irruption de l'islam dans un monde habitué au recul des religions. Un islam, dit-il, totalement postmoderne, alors qu'il croit revenir aux racines du religieux. Les Européens, dit-il, ne comprennent rien aux gens qu'ils ont en face d'eux, ils ne savent que les accueillir à bras ouverts, plein d'amour de la différence, convaincus que la coexistence religieuse va de soi. Ce sont deux âges du religieux qui s'affrontent sur le même sol. L'un des partenaires est irénique, tolérantiste, en fait indifférent. L'autre, sûr de son droit et peu soucieux de pluralisme. Cette vision islam-friendly, conclut-il, cette vision des bigarrures pittoresques des cultures du monde est entièrement à côté de la plaque. La menace terroriste chez nous en France, avec ses risques, ses drames, ses larmes ce matin. Mais oui, face à ce choc, on entend ce matin la douleur d'un père, celui de Johan Cohen, tué par Amédi Koulibaly dans l'hypercachère. Un père digne et dévasté dans le Parisien, hanté par une question. Comment peut-on ôter la vie à un jeune de 20 ans avec autant de facilité? Alors visiblement, certains veulent trouver la réponse dans les banlieues, dans la relégation, dans la ghettoisation. Libération pose la question en une. Comment abolir l'apartheid en France? Question qui prouve en elle-même combien ce mot est mal choisi. On peut abolir l'apartheid, c'est-à-dire des lois ségrégationnistes instaurées par un État raciste, mais comment abolir justement quand il n'y a pas de loi? Alors on tourne autour des mots. Amar Eni, un éducateur et chercheur dans Libération, rejette le mot d'apartheid parce qu'il ne dirait pas encore assez, selon lui, la culpabilité de la France. C'est un alibi, dit-il, permettant aux différentes institutions de mener des formes de représailles politiques en toute impunité. Alors il évoque bien sûr l'échec scolaire et à lire la page du Figaro, on sent que les mesures du gouvernement sur l'échec scolaire, blouse ou uniforme, marseillaise, ne seront qu'anecdotiques sans une véritable réflexion sur la transmission du savoir et l'émancipation des esprits. Mais ce qu'il faut lire dans le Figaro ce matin, c'est la page sur l'histoire du service militaire, qui nous raconte ce que fut la conscription et comment le droit du sol est apparu en 1889 uniquement pour rétablir l'égalité entre les enfants d'ouvriers contraints au service militaire et les fils d'étrangers qui y échappaient. Un article qui nous raconte que c'est en interrogeant notre histoire autant que le présent, en les regardant en face, que l'on trouvera peut-être une réponse. Ils sont décidément inséparables, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Mais oui, et la question ce matin, c'est sont-ils à la hauteur de l'enjeu? C'est la question qu'on lit à peu près dans tous les articles. L'Obs affiche en une la jeune garde du président, ces communicants qui le suivent à la trace depuis les attentats et qui se vivent comme la jeunesse, l'avenir du pays, avec leur parcours brillant d'énarques normaliens. C'est pas tout à fait représentatif de la jeunesse. Alors la conclusion de l'article, eh bien, la perpétuation de l'esprit du 11 janvier. Pourquoi ? Parce que l'échéance de 2017 se rapproche sérieusement. Ça, c'est ce qui s'appelle être à la hauteur des enjeux. Notez que Nicolas Sarkozy, quant à lui, ne se donne même pas la peine de faire semblant. Marianne révèle sur son
cite, que l'ex-président, au lendemain de l'élimination du candidat UMP dans le Doubs, et alors que son parti se déchirait, a filé donner une conférence à Doha pour la Qatar National Bank. Il paraît que ça en agace certains à l'UMP, ces liens avec le Qatar, alors que tout le monde s'interroge sur le financement du djihad. Et pendant ce temps-là, à Paris, Ségolène Royal lave plus vert. Mais oui, la presse parle ce matin du verdissement du gouvernement opéré par Ségolène Royal à coups de pastilles. Alors ce qu'il faut lire ce matin, c'est l'enquête de l'Obs sur les maladies liées aux pesticides, ces vies de paysans brisées par un cancer, une maladie de Parkinson et surtout la recherche qui enfin démontre le lien entre pesticides et maladies. On termine avec un petit détour par la Grèce. Mais oui, un petit article de Fashion Week. l'Opinion, voilà, qui s'amuse du nouveau style lancé par les représentants du gouvernement grec qui se font une fierté de ne pas porter de cravate, au point d'obliger d'ailleurs leurs homologues britanniques à modifier les programmes de rencontres, puisque en effet il reste des clubs anglais où l'on ne pénètre pas sans cravate. La cravate, c'est un signe de respectabilité. D'ailleurs, regardez la photo d'Henri Proglio dans l'Obs, une belle cravate. L'article nous apprend que le patron d'EDF, alors qu'il doit partir chez Thales très bientôt, s'est vu offrir par EDF de beaux bureaux rénovés à très grands frais. Bah oui, Thierry Lepan, il est ballot quand même. Les syndicalistes devraient porter plus souvent la cravate, ça donne droit à des bureaux luxueux sans aucun scandale. La revue de presse de Natacha Polony, à qui décidément rien n'échappe. C'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha.